Monde numérique. C'est que le drone «fuit» entre guillemets du son. C'est-à-dire il émet du son tout le temps quoi qu'il advienne, même s'il vole lentement, il émet du son. Donc il y a un moment ou un autre où on va l'attraper en acoustique et à ce moment-là, on pourra dire on sait qu'il y a un drone, quel que soit le système de guidage, quel que soit son type d'évolution. Quand on revient un peu à l'espèce primitive que nous étions de chasseurs-cueilleurs, en fait, il se trouve que quand on détecte un danger ou, une proie, en fait, notre premier système de détection, c'est l'acoustique. Bonjour Louis Saillant. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous recevoir dans Monde Numérique. Vous avez un profil peu banal, puisque vous êtes ex-commando de marine. Vous avez, opéré dans les forces spéciales au sein des commandos d'élite, Mmh. français. Mais c'est pas pour ça que je vous reçois, parce que sinon je pense que l'émission tournerait court assez rapidement. C'est pour, nous parler de votre start-up qui s'appelle Ascalon Industries et qui a mis au point une technologie anti-drone à base d'intelligence artificielle, de capteurs acoustiques, et cetera. Alors on sait que les drones, c'est devenu un élément majeur de la guerre moderne. Ouais. On a bien compris maintenant qu'il fallait en avoir et il fallait aussi pouvoir s'en protéger. Donc en quoi consiste votre système? En fait, c'est un système qui est, basé sur sur des réseaux de senseurs qui écoutent en permanence, l'environnement et qui sont capables de dire, grâce à un ensemble de filtres et à une IA, de manière extrêmement, fine, s'il y a des drones dans l'environnement ou pas. Donc D'accord. l'avantage de ça, c'est que en fait, c'est des senseurs qui sont déployables, à grande échelle puisque ils ont un coût en comparaison des systèmes un peu équivalents, c'est-à-dire on voit beaucoup de radars, de détecteurs radiofréquences. Ça, c'est des systèmes qui coûtent relativement cher, tandis que nous, en fait, on a des coûts qui sont beaucoup plus abordables. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir un peu, ces services-là à toutes sortes d'industries qui auraient besoin, mais Mmh. aussi avec une capacité de détection beaucoup plus forte puisque, comme c'est un réseau de capteurs déployés, on peut déployer les capteurs n'importe où. Surtout dans les endroits où il y a un vrai besoin. Donc par exemple, là, on parle avec des aéroports. Eux, leur gros enjeu, c'est sur les bouts de piste, puisque c'est là où Ouais, les avions atterrissent et décollent à basse vitesse et donc sont peu manœuvrants. Donc voilà, la présence d'un drone pourrait être critique pour le décollage ou l'atterrissage. Donc eux, ils bien ont sûr. besoin d'avoir, les oreilles, j'ai envie de dire, à cet endroit-là, pour avoir une très forte certitude de savoir que, voilà, il y a pas de drone et que le trafic peut se passer, sereinement. Ouais, oui, c'est ça, sont des oreilles qui écoutent tous les bruits et qui, grâce à l'IA, arrivent à dire: «Ce bruit-là, au loin, bah, en fait, c'est un drone». Ouais, alors c'est ça qui est drôle, c'est que l'acoustique, souvent, quand on le présente, les gens prennent ça comme une technologie un peu old school, Ouais, ce qui est un peu le cas, hein, parce que c'est une vieille technologie, l'acoustique. Mais bah, la oui. réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut faire des choses absolument incroyables. Et alors, il se trouve que pour l'histoire, du projet, les premiers à avoir utilisé l'acoustique dans la guerre, de manière un peu, célèbre, c'est les sentinelles qui étaient sur Londres, sur les immeubles à Londres en, 1942 et qui D'accord. écoutaient avec des dispositifs acoustiques, des espèces de tromblons acoustiques. Ils écoutaient les bombardiers qui arrivaient, et ça leur permettait d'anticiper un peu, de prévenir les gens et de sonner l'alerte. Et donc, Ouais, il se trouve que peu de et puis temps. on sait ce que c'est ce qui se passe aussi dans les sous-marins. C'est exactement. Alors les sous-marins, c'est un domaine dans lequel ils ont jamais décroché de l'acoustique, puisque c'est un des seuls moyens, de navigation qu'ils ont et de détection. Mais pour revenir à l'exemple historique, en fait, l'acoustique est tombée un peu en désuétude, on va dire, avec l'émergence d'autres technologies comme le radar notamment. Mais le problème, de l'acoustique, c'est que c'est une donnée qui voyage très lentement, Mmh. paradoxalement par rapport à d'autres ondes. Donc le son, c'est environ 300 mètres secondes, tandis que, voilà, la lumière, c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a complètement décroché de l'acoustique dans la guerre aérienne, à partir du moment où les avions ont commencé à aller très vite. Parce que comme ils allaient très vite, ils allaient à des vitesses qui étaient supérieures, à 1000 km/h. Bah, en fait, Mmh. une fois qu'ils étaient, vous savez, c'est ce syndrome du jardin, de l'avion dans le jardin, c'est-à-dire qu'on l'entend, mais il est déjà passé. Ouais. Et on Mmh. on sort dans le jardin, on regarde le bruit qu'on a entendu et en fait, le ciel est clair, il y a pas d'avion, il est déjà passé. C'est Et déjà fini, et donc ce ouais. qui fait que l'acoustique est tombée complètement en désuétude pour la détection d'objets aériens
et c'est revenu quand, on a eu ces nouveaux drones qui, finalement, ne volent pas à 1000 km/h, mais plutôt à 200-300, voire 100 km/h, voire 50 km/h, qui sont assez lents, paradoxalement parlant, et à ce moment-là, ils arrivent à des seuils de vitesse qui sont en dessous de la vitesse de propagation du son, et donc on peut les entendre avant qu'ils n'arrivent, et donc c'est là où ça D'accord. redevient intéressant et pertinent. Et donc en fait, votre système, il peut détecter des drones à quelle distance? Combien de temps avant qu'ils arrivent? Alors, on peut détecter jusqu'à plusieurs kilomètres en fonction de la taille du drone. Les très gros drones, c'est plusieurs kilomètres. Après, ça descend, à plusieurs centaines de mètres. Ça dépend vraiment, de la taille du drone, de la typologie de drone, et ça dépend aussi de la météo. Donc, l'acoustique n'a pas beaucoup, de défauts. Ça consomme peu. C'est un système basse résolution qu'on peut déployer très facilement, et qui peut offrir d'excellentes garanties de détection. Son seul talon d'Achille, c'est que c'est dépendant de la météo, souvent. Quand il Mmh. pleut, quand il y a beaucoup de vent, ça marche pas très bien. Mais je trouve que nous, dans notre cas d'usage, ça tombe bien puisque les drones n'aiment pas voler quand il pleut et quand il y a du vent. Ah oui, d'accord, donc ça fait une sorte de protection naturelle. Un peu, ouais. Heu, donc vous l'avez dit, plusieurs kilomètres, c'est ça? Voire plusieurs, enfin, éventuellement plusieurs centaines de mètres. Ça c'est à la vitesse d'un, si on ramène ça à la vitesse d'un drone, ça peut faire combien de temps à l'avance, en fait? En fait, pas beaucoup, parce que l'enjeu, c'est pas tant de prévenir, beaucoup avant, mais c'est d'offrir la certitude, de la détection. C'est-à-dire Mmh. que la certitude qu'on offre, c'est de dire: «Dans cette zone donnée, on vous garantit que si un drone rentre, à partir du moment où il s'approche ou qu'il est rentré, vous aurez l'information de manière certaine. C'est ça la D'accord. garantie. Quelle que soit la configuration des lieux, donc ça peut être, une infrastructure, une raffinerie de pétrole, ça peut être un stade, qui accueille du public à ciel ouvert, ça peut être, un aéroport, ça peut être, une prison, enfin c'est tous les gens que je cite là, c'est typiquement c'est des clients qui s'intéressent à notre projet, et en fait, les environnements sont très différents. En fonction, qui est de l'environnement, le son se propage différemment, et donc en fonction de ça, on va avoir un dispositif qui va changer, mais au final, ce que le client veut, ce que les utilisateurs veulent en fait, c'est avoir simplement la garantie qu'ils puissent prendre des mesures au moment où il y a un drone, et donc ça va être des mesures conservatoires, mettre les gens à l'abri, détourner des avions si c'est un aéroport, appeler la police et cetera. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il peut dire où se trouve le drone? Alors on peut dire où se trouve le drone puisqu'on a une série de capteurs, et donc les capteurs vont capter le son de manière, plus ou moins forte, et donc par rapport à ça, on va avoir une position qui n'est pas une position, on va dire métrique. C'est-à-dire qu'on n'est pas très précis, on peut pas dire au mètre près ou au centimètre près, mais on peut dire on peut donner un secteur de manière, garantie, sachant que voilà, comme notre système est surtout un système d'usage, civil, donc ce n'est pas un système d'usage, militaire contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'accord. En fait, dans le civil, ce qui nous intéresse, c'est surtout avoir le secteur, voilà. Alors que dans l'usage militaire, souvent, ça fait partie d'un ensemble de systèmes pour faire de la destruction de drones, de la localisation, du suivi et de la destruction, Mmh. et donc là, ils veulent des systèmes beaucoup plus précis, et nous, pour l'instant, on fait pas ça. D'accord, OK. Donc c'est vraiment que de la détection, il y a pas de possibilité d'intervention, hein, Alors, pas à ça ce fait pas partie pas à du ce stade, ça fait pas partie de la proposition, tout simplement parce qu'il y a beaucoup, enfin, en fait, intercepter, c'est rentrer dans un autre monde, c'est rentrer dans un monde où, on est, quand vous vendez des intercepteurs pour des drones, bah, en fait, vous êtes vendeur d'armes, hein, donc ouais. vous avez Mmh. toute la réglementation, qui s'y applique, et nous, on veut pas rentrer là-dedans parce qu'on pense, nous, on adresse un marché essentiellement civil, et dans le marché civil, on pense que malheureusement, c'est pas demain la veille qu'on va commencer à abattre des drones au-dessus de Paris, ou au-dessus des stades, parce que ça représente un danger secondaire, hein, qui est déjà Ouais. le dégât collatéral. D'avoir des drones qui tombent du ciel comme ça, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, j'ai pas la solution, mais je sais que ça, en tout cas, c'est une solution qui n'est pas encore abordée, par les clients avec lesquels on parle. Ouais. Ça peut détecter n'importe quel type de drone parce qu'il y a de tout en fait. On sait qu'aujourd'hui, bah, les drones relativement gros qui peuvent être utilisés sur les terrains d'opération, c'est pas les mêmes que les petits DJI qu'on peut acheter sur Amazon. Alors, tous les drones font du bruit. C'est une constante. Il y a aucun drone qui ne fait pas de bruit, et ça, c'est un peu c'est une espèce de barrière physique qui empêche, les drones de ne pas faire de bruit. C'est une histoire de géométrie de pales, c'est une histoire de cavitation du son, enfin de l'air, pardon, autour des pales qui fait du son, et ça, malheureusement, enfin, en tout cas, heureusement pour nous, pour l'instant, personne n'arrive à faire des drones tout à fait silencieux qui puissent manœuvrer. C'est-à-dire qu'ils puissent accélérer, ralentir, tourner, et cetera, et donc
Aujourd'hui, on a des capacités sur tous les drones, quel que soit le type de guidage et c'est là où cette technologie est intéressante. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de systèmes de détection de drones ont du mal à détecter les drones parce que souvent, ils font soit de la détection de radiofréquences, soit de la détection radar, soit de la détection optique et chacun de ces systèmes a un peu, bah, un défaut dans la cuirasse, quoi. Donc, on fait Mmh. du radar, bah, si le drone il passe derrière un mur, on le verra plus. En optique, c'est pareil, il passe derrière le mur, on le verra plus. Et puis ça dépend beaucoup de la météo aussi. En radiofréquence, bah, c'est toujours un peu compliqué de trouver la bonne fréquence. Certains sont dénués de fréquence, donc tout est très compliqué. Mais l'avantage, c'est que le drone «fuit» entre guillemets du son. C'est-à-dire il émet du son tout le temps quoi qu'il advienne, même s'il vole lentement, il émet du son. Donc il y a un moment ou un autre, où on va l'attraper en acoustique Vous et allez à ce l'entendre, moment-là, on ouais. pourra dire on sait qu'il y a un drone, quel que soit le système de guidage, quel que soit son type d'évolution, même s'il vole bas pour éviter les radars justement, derrière les bâtiments. Un drone qui vole derrière un bâtiment, on l'entend et Ah oui. paradoxalement, nous les êtres humains, hem, quand on revient un peu à l'espèce primitive que nous étions de chasseurs-cueilleurs, en fait, il se trouve que quand on détecte un danger ou, une proie, en fait, notre premier système de détection, c'est l'acoustique. C'est Mmh. lui qui va nous prévenir qu'il se passe quelque chose et qui va nous orienter pour une raison simple, c'est que l'optique, ça marche très, très bien chez les êtres humains, sauf que ça marche très bien sur quelques degrés de vision, celle qu'on utilise, bah, typiquement quand on parle à quelqu'un. En fait, il y a une surface qui est très, très faible finalement de vision précise, une surface beaucoup plus large, donc la vision latérale, qui détecte les mouvements et Mmh. enfin, si vous voulez voir entre guillemets «à 360», mais en fait, vous ne pouvez plus vous reposer seulement sur l'optique, vous devez vous reposer sur l'acoustique et c'est l'acoustique, c'est vos oreilles qui vont orienter vos yeux. Mmh. Alors je l'ai dit, vous avez donc un parcours, qui était pas du tout prédestiné à faire ce genre de choses, j'imagine. Heu, comment est-ce qu'on passe de commando de marine à entrepreneur, à innovateur? Comment l'idée vous est venue et comment ça se Bah, passe? en fait, moi, j'étais dans des unités dans lesquelles, on faisait beaucoup d'innovation. C'est-à-dire qu'on a toujours on a des moi, je faisais partie de petites unités, qui étaient très débrouillardes. On n'avait pas toujours beaucoup de support. Il fallait qu'on parte parfois, très vite dans des endroits très isolés et quand vous partez vite dans un endroit isolé, bah, souvent vous vous retrouvez dénué de certains moyens. Alors Mmh. ça peut être des éléments, élémentaires, hein, des moyens pour faire la cuisine, des moyens pour transmettre des informations et cetera et donc on a toujours été excellent dans le système D, le fameux Mmh. système D, à se débrouiller, à fabriquer, à prototyper, à tester. Et puis donc ça, c'est le premier point et le deuxième, c'est que en fait, les gens ne savent pas trop, mais quand l'industrie de défense innove, quand il y a des innovations, bah, en fait, ils le font tester à certaines unités, dans l'armée, parmi lesquelles les opérateurs des opérations spéciales et donc moi, toutes les semaines, de ma carrière dans les opérations spéciales, toutes les semaines, on avait du nouveau matériel qui arrivait, qui était là en D'accord. test. On faisait des comptes rendus pour dire voilà la nouvelle lunette de vision nocturne, ce qu'on en pense, le nouveau brancard, le nouveau Ah ouais. véhicule et cetera et on avait un dialogue comme ça avec, le centre d'innovation. Donc j'ai toujours été baigné un peu dans un esprit d'innovation, de challenge aussi et puis du coup l'entrepreneuriat s'est un peu présenté à moi de manière naturelle, on va dire dans le continuité un peu de cet esprit de challenge, de vouloir tester des choses et de pousser les choses et voilà Ouais, donc vous étiez comme un journaliste tech ou un youtubeur quoi, qui teste des téléphones, mais vous, c'était des trucs pour faire la guerre, quoi? ouais, ouais, c'était très marrant parce que moi, je me souviens très bien, j'en parlais récemment avec des amis, on était très dur avec le matériel. Moi, je me rappelle Ah très bien bah, ouais, de j'imagine. matériel qu'on nous avait donné. Un industriel était venu nous présenter un matériel dans une petite valise Ouais. qui est rentré dans On une peut dire ce que c'est ou pas? je crois que c'était un je me souviens même plus du contenu parce qu'on Ouais. testait beaucoup de matériel. Je crois que c'était un système de transmission, léger, qui était qu'on transmettait qu'on balayait dans une valise. Vous savez, ces grosses valises noires renforcées en plastique Mmh. et Et je me souviens très bien, on un des gars discutait avec l'industriel, enfin en tout cas le responsable technique et lui disait: «Est-ce que c'est solide? Est-ce que ça marche? Enfin, est-ce qu'on peut le balader, dans la valise?» Et on était à bord d'un bateau lorsqu'on faisait les essais et on était en train de rentrer dans le port et le gars le gars lui dit: «Oui, oui, il y a aucun problème, tout est très solide». Il prend la valise, il la ferme et le commando prend et la jette par-dessus bord Il l'achète à l'eau? sur le rivage où Ouais. il y avait des gros cailloux, Mmh. brise-lames et donc la pauvre valise va s'exploser sur les cailloux. Elle est restée en un morceau et le commando, il s'est tourné vers le technicien, il lui a répondu: «Bah, on va voir».
Ah! Donc Ah ouais, c'était c'est carrément du crash test en ouais, plus, hein. c'était un peu du crash test, quoi. On était assez dur parce que quelque part, nous, on utilisait le matériel pour notre «survie» entre guillemets. Bien Fallait que sûr. ça tienne, quoi. Donc on n'avait Ouais, pas trop ouais. d'enjeux de commercialisation, comme c'est moi, j'ai appris tout ça, sur le après, hein, et je me et en rétrospective, je me rends compte qu'on était très, très dur avec le matériel. On était intransigeants, voilà, on était intransigeants, mais quelque part, c'était bien aussi parce que ça nous permettait d'avoir un certain degré d'exigence qui est important pour la suite. Et vous avez vu des bonnes choses comme ça, du coup? Ouais, on avait du super Des matériel. Ouais. Enfin tous les bon, en gros, tout le matériel qui ensuite était distribué souvent à l'échelle de l'armée française, voire même à l'échelle de l'OTAN. Parfois, on voyait les premiers modèles arriver chez nous et donc ça nous permettait de tester, les lunettes, panoramiques, lunettes de vision panoramique, les nouveaux flingues. Alors après, on voyait beaucoup, beaucoup de matériel, qui ne passait pas justement le seuil, du prototypage et donc Mmh mh. c'était quand même intéressant de voir ce que les gens essayaient, mais ouais, on a vu plein de trucs. Après, il y a du matériel dont je peux pas parler parce que pour le coup, Ouais. c'était des matériels un peu sensibles qu'on utilise encore, qui sont pas grand public, donc c'est des matériels très spécialisés. Mais ouais, c'était toujours très excitant, quoi. Ça faisait partie un peu du boulot parce qu'il y avait le côté donc guerrier, on va dire, le côté militaire, hein, où on Mmh mh. s'entraînait à faire la guerre. Puis il y avait ce côté innovation à côté, où il fallait parfois, voilà, faire des comptes rendus d'essais, discuter avec les techniciens, ils essayaient de comprendre le besoin et cetera. Il fallait arriver aussi à leur exprimer, donc ça, c'était un jeu intéressant. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de faire des missions comme ça ou de monter une start-up et de commercialiser un produit? Alors c'est marrant parce que je me suis posé la question l'autre jour et en fait, j'ai en unité, il y a un truc qui est quand même pas mal, c'est il y a quand même il y a pas vraiment d'effort isolé. C'est-à-dire qu'on est vraiment en groupe et on est toujours en train de travailler en unité, en groupe. Donc il y a un gros phénomène de groupe que moi j'aime beaucoup, et qui, nous permettait en fait d'être solides et de se reposer les uns sur les autres et ça j'aimais beaucoup. Parce que ça c'était très stimulant et voilà. Et après il y avait des moments stressants, mais c'était des moments avec un stress très aigu, à un moment, voilà, pendant une mission, on est très, très, très stressé à un segment ou à plusieurs segments, puis après ça Mmh mh. passe et puis on passe à autre chose et puis la «routine» entre guillemets revient, de l'entraînement, et cetera. Et je me rends compte dans le monde, civil et le monde de l'entrepreneuriat en tant que start-up, c'est un stress qui est moins fort, donc les pics sont moins élevés, mais il y en a tous les jours. Et donc tous les Ah ouais. jours, j'ai en moyenne une très bonne nouvelle et tous les jours, j'ai une très mauvaise nouvelle. Voilà. Alors les très bonnes, c'est quoi? Les Bah, les très Votre bonnes, produit, il en est où? Il est commercialisé? alors on est en pré-production actuellement, donc on a des Ouais. prototypes qui sont fonctionnels, qui ont été testés et pour lesquels on est très content, desquels nous sommes très contents et ensuite, les produits, eux, vont sortir en mars 2026. Nos D'accord. premiers produits, on a déjà fait la démonstration, chez certains clients, qui ont déjà signé des bons de commande, donc ça, c'est Mmh. Ça se vraiment présente comment? alors c'est un C'est tout petit boîtier qui fait, la taille c'est ouais, la moitié d'une boîte à chaussures, en gros, donc c'est un petit OK. boîtier, qui peut être alimenté par panneau solaire parce qu'il consomme très, très peu et qui peut être Mmh mh. accroché, en gros, n'importe où. Alors l'idéal, c'est sur les hauts, puisque le son se propage mieux en altitude, Mmh. et donc on pose ça sur des toits, on pose ça sur le haut des clôtures, on pose ça sur le haut des murs. On en pose autant qu'il faut en fonction de la zone, donc Ouais, comme des caméras, en fait. ah et c'est alors on est exactement dans le même segment que les caméras, Mmh. c'est-à-dire c'est des systèmes passifs qui sont là de manière permanente, qui tournent en permanence. La seule différence qu'on va avoir avec des caméras, c'est que pour l'instant, on a un système qui est assez sophistiqué à bord, puisqu'à bord, on a un mini ordinateur qui a une IA, une véritable IA, c'est vrai un modèle d'IA qu'on a entraîné nous-mêmes, qui réfléchit en permanence et qui, en permanence, compare le son qu'il entend de l'extérieur avec sa base de données, avec ses Mmh habitudes, mh. et fait des hypothèses, sur la probabilité qu'il y a un drone ou non dans son environnement. Donc ce qui fait que c'est du matériel qui est, heu, où il y a beaucoup la brique software est quand même la grosse composante. Donc nous, on fait surtout de l'IA, en fait, plus que du hardware. D'accord. Il y a une petite partie hardware, mais il y a surtout une grosse partie, IA, ouais, c'est ça. OK. Et Et qui l'acoustique, fonctionne l'acoustique. qui fonctionne localement? Et ça tout fonctionne localement. Donc ça, c'est le truc où on s'est un peu embêté. Plutôt que de faire des senseurs un peu passifs qui étaient centralisés sur un boîtier, on voulait que chaque boîtier soit autonome. Mmh mh. Donc ça, c'est une volonté parce qu'on sait qu'il y a des milieux qui sont très peu permissifs, comme par exemple les centrales nucléaires, où vous pouvez pas émettre, vous pouvez pas émettre, de signal téléphonique, de signal Wi-Fi et cetera. Tout est très compliqué, et donc il faut pouvoir un système local. Donc là, en l'occurrence, on fait des alertes locales,
Donc c'est des soit des sirènes, soit des alarmes visuelles qui se mettent en Ah place. oui, d'accord, il y a pas de transmission Il y a pas de de ces transmission. Alors, d'informations par, en gros, on a 2 versions. On a la version effectivement milieu non permissif où là, il y a pas de transmission du tout et donc vous avez un mmh mh, système qui est autonome, qui va fonctionner en permanence. Les seules contraintes, c'est qu'il va falloir le brancher, de temps en temps pour faire les mises à jour, mais il va fonctionner. Donc ça, c'est l'avantage qu'on offre. Et après dans les autres systèmes, il va commu les boîtiers vont communiquer, pour pouvoir justement prévenir, les différents services, de la présence de drones, dans la zone. mmh. Alors c'est, une innovation intéressante. Malgré tout, il y a déjà un marché, hein, il y a déjà des choses comme ça, non? Vous avez des équivalents en France, en Europe ou à l'étranger? Il me Il y a semble avoir vu déjà Pour être honnête, des choses qui il y en ressemblent. a pas beaucoup. Heu, Il y en a pas beaucoup? non, parce qu'aujourd'hui, Ah, peut-être pas focusé sur les drones? C'est-à-dire qu'après on peut utiliser ça pour différentes applications en réalité? alors il y a d'autres applications, sur l'acoustique effectivement, notamment il y en a qui font du trafic, automobile, Ouais. Mmh. mais qui font la même chose que nous. On est vraiment très, très peu nombreux, parce que c'est un D'accord. domaine qui est un peu niche. Techniquement, c'est un peu particulier. L'IA en acoustique, c'est un peu particulier. Il y en a qui font, alors pas forcément avec les mêmes formats que nous, avec des formats un peu plus lourds, donc qui doivent être branchés localement et cetera. Alors que nous, on fait un format qui est très léger, qui est très frugal en termes de consommation d'énergie, ce qui fait qu'on peut le brancher sur panneau solaire. Donc le truc est complètement autonome, donc le déploiement est beaucoup plus facile. Et ensuite, les pionniers un peu dans ce domaine-là, aujourd'hui, c'est les Ukrainiens, puisque les Ukrainiens Mmh. ont 2 sociétés qui ont développé ça en Ukraine, et qui ont d'excellents résultats. Aujourd'hui, ils ont plus de 20 000 senseurs déployés à travers, l'Ukraine, autour de la frontière, de centre-ville, de zones critiques, et ça leur permet, en fait, d'avoir une cartographie en temps réel de tous, les mobiles aériens qui rentrent. Donc eux, ils font même les hélicos, les avions, et cetera, Mmh. et c'est leur meilleur système actuellement. Alors pourquoi ils utilisent ça? Parce qu'ils sont dans un environnement qui est non permissif pour le coup, où souvent, il y a pas de GPS, ils peuvent pas émettre en radar. Parce que les radars, en gros, vont être ciblés. Quand vous utilisez un radar dans la guerre, c'est comme si vous étiez dans la nuit, dans la campagne et quelqu'un utilisait une lampe torche. Mmh. Vous allez le voir à 10 kilomètres et donc vous allez pouvoir le cibler très facilement. Donc le radar, c'est l'utilisation n'est pas possible et donc Et vous, votre système n'est pas détectable non, par c'est un pas drone? détectable puisque, c'est de l'acoustique. Donc en fait, nous, on n'émet pas d'énergie. Un radar, il Mmh émet de mh. Mmh. l'énergie. Nous, on ne fait que recevoir l'énergie et on la trie et on trie la donnée qui est dans l'énergie. Et ça nous permet en fait d'avoir une vision de tout ce qui est de tous les sons qui circulent, et donc ça, c'est un avantage énorme puisque du coup les senseurs sont indétectables, déployables à très grande échelle, très facilement, et l'enjeu, c'est simplement de faire le tri, de gérer cette donnée et ensuite d'avoir des modèles d'IA qui sont suffisamment efficaces, pour ne pas halluciner, pour ne pas raconter n'importe quoi et cetera. Donc ça, c'est un autre enjeu. Mais aujourd'hui, il y a pas grand monde qui est sur le sujet, pour être honnête. Hem Et on sait que les sociétés, ukrainiennes ont du mal à s'exporter, notamment parce que voilà, elles sont en guerre, hein, tout simplement. C'est Ouais. un écosystème qui est compliqué, pour l'export, de leur technologie. Mmh mh. Mmh. Et en point de vue, commercial, c'est des technologies qui sont chères? Non, Un aéroport qui veut s'équiper, alors pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, vous êtes un aéroport, vous avez un petit aéroport régional, vous voulez, des systèmes pour vous équiper. Donc souvent, comme chaque système a un peu un trou dans un talon d'Achille, ils mettent tous les systèmes ensemble. Ils font un agrégat, qui leur permet de couvrir un peu tout. Bon, la réalité, c'est que nous, on trouve que c'est un peu lourd et c'est extrêmement coûteux. Si vous avez un système aujourd'hui qui fait de l'optique, du radar et de la radiofréquence, vous arrivez à un système qui va vous coûter plusieurs millions. Donc ouais, entre 2 et 5 millions pour une portée qui est très limitée, pour une Mmh. portée de 1 à 2 kilomètres. Et si vous voulez le plus petit radar anti-drone, aujourd'hui le plus répandu, je citerai pas la marque, mais le c'est le plus connu. En gros, il peut faire une bulle d'1 kilomètre autour de vous, heu, pour, ouais, d'1 kilomètre avec une grosse alimentation. Il demande beaucoup d'alimentation, le radar, parce qu'il y a beaucoup d'é ça déploie beaucoup d'énergie, donc c'est plusieurs centaines, voire parfois plus de 1000 watts, et ça va vous coûter, 100 000 € pièce. D'accord. Donc Mmh. c'est déjà un coût, pour des gens qui, Ouais. par exemple, nous, on a des data centers qui nous ont contactés. On a des gens qui ont des hôtels VIP, qui veulent Mmh. simplement, voilà, ou s'ils veulent juste faire de la vie privée, ils vont pas commencer à Ouais, déployer des éviter radars. les drones de paparazzi et Exactement. cetera, Sachant qu'un radar, ouais. il faut une licence en plus pour le déployer. Alors déjà, c'est un système Ouais. d'armes.
Donc vous pouvez Et pas pas avec votre système? non, pas notre système. Nous, c'est pas un Ouais. système d'arbre. J'ai je sais pas, j'ai un domaine, alors ce qui n'est pas le cas malheureusement, mais que je voudrais un peu protéger, je peux acheter votre système Alors comme moi vous j'achèterais une caméra de surveillance? alors c'est exactement, vous pouvez l'acheter comme une caméra de surveillance, sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous déjà, on va prendre la cartographie du domaine, on va voir quelle typologie d'architecture vous avez. Donc est-ce que vous avez Mmh des mh. forêts? Est-ce que vous êtes, en ville et cetera? Et ensuite, on va vous faire une suggestion, de positionnement de nos systèmes, et ensuite on va vous facturer, une licence annuelle, donc un peu comme une assurance finalement, et on va D'accord. vous et en gros, on va vous dire: «Voilà, vous payez, tant à l'année et c'est une licence renouvelable, ou non, comme vous voulez, et ça vous offre la garantie absolue que il y a aucun drone qui rentre sans que vous ne soyez au courant, et ça, Et alors ça il pour y a pas de zone d'ombre, il y a pas de défaut, OK. on va Et dire pour de ça pour quel budget? alors nous, on déploie, pour vous donner un ordre d'idée, pour un site qui fait, ah bah si, je peux vous dire exactement l'ordre de grandeur. Donc quand je vous parlais des radars, multicouches, qui Mmh mh. protègent et cetera, ça vous avez un coût par kilomètre carré qui revient à 300 000 € par kilomètre carré. Si vous voulez OK. protéger 1 km², voilà. Donc 1 km², c'est 300 000 €. Nous, on peut vous proposer une couverture supérieure à ça pour 50 000 € sur 1 km². Donc on est 6 D'accord. fois moins cher que ces systèmes-là, et on est beaucoup plus efficace puisqu'on n'a pas de zone d'ombre. On voit la nuit, on voit derrière les bâtiments, Mmh. on voit même quand la météo est mauvaise, puisque comme ils sont plusieurs boîtiers, en fait, ils se corrigent les uns les autres. Donc on a un phénomène de redondance plutôt que d'avoir un système central qui peut avoir un problème lui-même. Bah, nous, même si un des senseurs a un problème, les autres vont pallier. Et donc ça te per nous, on croit beaucoup dans le travail d'équipe. Mmh mh. C'est pour ça qu'on pense que d'avoir un réseau de neurones, c'est beaucoup plus fort que d'avoir un seul gros neurone, au milieu. Merci beaucoup Louis Saillant, cofondateur de la start-up Ascalon Industries.